Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui dans les locaux de Tasman. Ravis de recevoir cet événement, cette table ronde autour de la souveraineté numérique avec des invités prestigieux qui sont là. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Et puis un public aussi qui est très nombreux. Une petite mention également supplémentaire pour une ancienne du MSIT, Elvire Serre, qui a fait des dessins humoristiques sur le thème de la souveraineté numérique. Vous allez les voir défiler et puis ils vont passer aussi entre vous. Avant de débuter cet échange qui va durer environ 1 heure, donc 50 minutes la table ronde et puis vous aurez ensuite 10 minutes pour poser des questions à nos intervenants. Je vais laisser Philippe Lasserre présenter le master, l'association et dire pourquoi ce thème a été choisi ce soir. J'ai un micro. Donc, merci à tous et bienvenue, bien sûr, chez Tasman, qui nous fait profiter de leurs magnifiques locaux, qui est une best place to work, donc une best place to meet pour notre event ce soir. Je m'appelle Philippe Lasserre, au quotidien, je suis DSI, et ce soir, et d'habitude, je suis également président de l'association donc du Master de Management Stratégique de l'Information et des Technologies. Nous, on dit plutôt MSIT, ça va plus vite. Alors, c'est quoi le MSIT en 2 mots? C'est l'Alliance du pilotage de la transformation digitale. On aborde les nouveaux business models, la gestion des projets digitaux et celui de l'information, des systèmes d'information, pardon. Le pilotage économique, la sécurité, le contrat, le réglementaire, la gouvernance, le pilotage de projet. C'est donc un cursus assez unique et bicéphale qui créé depuis plus de 20 ans, historiquement avec 2 écoles, les Mines de Paris et HEC, et depuis 3 ans maintenant avec l'Université Dauphine PSL qui s'est substituée à HEC et a rejoint le programme. Donc merci à Fabien Coelho qui est ici présent de Mines Paris Tech et Thibaut Barbarin de Dauphine PSL et que je vous invite, si vous êtes intéressé, à les solliciter lors du cocktail après l'event. En 2 mots sur notre asso, notre association elle regroupe à peu près 900 anciens alumni professionnels du numérique, des DSI, des cadres de l'industrie du numérique, chez des users ou des fournisseurs, beaucoup d'entrepreneurs, de nombreux indépendants hautement qualifiés. C'est donc un vaste vivier d'une très grande richesse de haut niveau. Alors nous, à l'asso, on cherche à préserver ce lien intergénérationnel et proposer des occasions de se retrouver, d'échanger et de partager. C'est pour ça que nous organisons annuellement un grand événement comme celui-ci. Donc, nous ne sommes pas une grande bande d'anciens étudiants, mais plutôt un regroupement de professionnels de l'IT et de décideurs. Alors, notre ambition, c'est évidemment pas de dessiner à votre place, mais nous avons plutôt à cœur l'idée d'un numérique responsable. Et notre ambition est d'apporter des éléments de réflexion, car décider, c'est aussi et surtout être responsable. L'année dernière, nous avons développé le thème de la sobriété numérique, donc une réflexion sur notre responsabilité face à ces enjeux du présent et de l'avenir. Aujourd'hui, il nous semble que la souveraineté numérique est un thème central en termes de décision et de responsabilité, un thème également d'actualité au regard du contexte politico-économique. Pour évoquer ce thème, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir de co-organiser cet event avec le cabinet de conseil Tasman qui nous accueille. Nous avons réuni un panel d'experts largement reconnus qui vont échanger sur ces enjeux, les contraintes et les perspectives pour nos entreprises. Voilà, je vous souhaite donc à tous un bon event et vous donne rendez-vous pour le cocktail après. Je vais en profiter pour donner la parole à David Gelrubin, le président de Tasman, si tu veux dire 2 mots. Je vais faire très court. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'adore le master MSIT. D'abord parce que pour sa qualité de formation, et puis j'ai quand même 3 associés qui en sont issus, donc j'en suis ravi. Je voulais vous parler aussi de ce thème-là qui est extrêmement, le thème de la souveraineté numérique qui est majeur. Nous, on est régulièrement questionnés sur ces sujets-là par nos clients. Et moi, j'exerce le métier de conseil depuis plus de 20 ans. On nous interrogeait sur la mondialisation des systèmes d'information. Maintenant, on est en train de les déstructurer, de les redécouper face à la nouvelle géopolitique. Et donc, j'espère que
on pourra partager ces enjeux, ces visions et ce qui est à l'œuvre au cours de cette soirée. Bonne soirée. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci beaucoup. Donc, je vais introduire nos intervenants. Alors, je commence par Henri Dagrin, délégué général du SIGREF, donc ici, qui porte depuis longtemps des convictions fortes sur la place du numérique dans la société et sur la souveraineté technologique. Il est représentant donc des grands utilisateurs via le SIGREF. Côté fournisseur de solutions, Nassima Auvray, qui est Chief Trust Officer pour Orange Business, en charge de la stratégie et du marketing des solutions touchant aux enjeux de confiance. Côté utilisateur de nouveau, Martine Bourrier, directrice des usages numériques chez EDF et membre du conseil d'administration de Gaia X, responsable du groupe de travail Data Space Energy. Pascal Saubion, délégué général du GINUM et directeur commercial secteur public chez Orange Business. Et clou du spectacle, un ancien du MSIT, Mouad Agozloul, donc partenaire chez Tasman et en charge très spécifiquement des problématiques de transformation numérique du secteur public. Voilà, et alumni, donc vous connaissez, vous savez qui il est. Donc peut-être pour commencer, on s'est dit que ce serait intéressant de partager avec vous la définition de ce qu'est la souveraineté numérique, d'autant qu'elle peut différer du point de vue par rapport au point de vue duquel on se place, si on se place côté État ou si on se place côté entreprise. Donc peut-être la première question pour vous, Nassima, sur la définition ou la déclinaison de ce que vous entendez par souveraineté numérique. Pardon. Alors, je vais y répondre et avant cela, je vais juste repositionner Orange Business pour que ce soit clair, même si Orange est connu, hein. Donc, Orange Business, c'est la branche du groupe Orange qui accompagne les entreprises et les organisations publiques dans leur transformation digitale. Ce que j'aime préciser, c'est que on est présent dans le monde entier. Alors pourquoi? Parce que on s'appuie sur un réseau, tout simplement, un réseau avec un backbone international. Et j'insiste là-dessus parce que ça va permettre de répondre un peu plus tard en fait sur certaines questions. En tant qu'entreprise du numérique, on préfère parler de confiance numérique que de souveraineté. Okay. Alors pourquoi? Parce que si je prends de façon basique la définition dans le dictionnaire, hein, la souveraineté, c'est l'exercice que va asseoir un État, une autorité sur un territoire, sur un peuple. Alors on pourrait se dire, bah tiens, on pourrait considérer que la souveraineté numérique, c'est la continuité de la définition de la souveraineté dans l'espace numérique. Encore faut-il définir les limites de cet espace, de ce cyberespace. Comment les définit-on? D'autres vont dire que la souveraineté numérique, c'est la maîtrise des briques technologiques. Alors, de la même façon, jusqu'à quel niveau doit-on aller s'agissant de la maîtrise? Est-ce qu'il faut aller jusqu'au chipset? Est-ce qu'on va aller même jusqu'aux métaux rares? Donc, il y a toutes ces questions. Donc, en tant qu'entreprise du numérique, on préfère parler de confiance numérique avec derrière des attributs et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Super, merci beaucoup. Henri, est-ce que vous avez envie de réagir par rapport à cette définition et puis de présenter aussi le SIGREF pour débuter? Le SIGREF, rapidement, c'est 155 membres, les grandes entreprises françaises, les grandes administrations publiques françaises dans leur diversité, qui en sont membres en tant que grands utilisateurs de produits et services numériques. Ce qui veut dire que les grands fournisseurs français, donc les grands utilisateurs français ou de racines françaises, utilisateurs donc de produits et services numériques. EDF est membre du SIGREF. Le groupe Orange est membre du SIGREF en tant qu'utilisateur, mais on a un gentleman agreement avec le groupe Orange, c'est-à-dire que la partie Orange Business ne participe pas aux activités du SIGREF, et ainsi de suite. Voilà. Grandes administrations, les grands ministères, les grands organismes publics dans leur diversité, comme le CEA, Pôle emploi. Voilà. Sur la souveraineté numérique. Je trouve que ce débat autour de ce sujet, finalement, ne devrait pas avoir lieu parce que la souveraineté a une définition qui, jusqu'à ce que l'on parle de souveraineté numérique, ne faisait pas de débat. La souveraineté, comme l'a dit Nassima, c'est un attribut des États.
c'est leur capacité à maîtriser leurs décisions et à asseoir leur autonomie. Donc la souveraineté, ce n'est pas la même chose que l'autonomie, mais ça permet à un État de développer son autonomie, autonomie d'appréciation, autonomie de décision et autonomie d'action. Dans ce débat sur la souveraineté numérique, il y a énormément de confusion et ce terme est souvent employé, parfois à dessein, à la place de notions comme celle de protectionnisme. Et beaucoup d'acteurs numériques en France et en Europe utilisent ce terme de souveraineté, souveraineté, souveraineté numérique en lieu et place de je demande des mesures de protectionnisme. La souveraineté numérique, ce n'est pas l'indépendance ou l'autarcie. Mais c'est pas ça. Et donc, on peut parler effectivement également de maîtrise des dépendances. Et d'ailleurs, c'est le rôle d'une entreprise. Une entreprise, elle n'a pas à être souveraine. Son rôle, c'est de maîtriser ses dépendances, y compris dans le champ numérique. Mais maîtriser ses dépendances, et dans toutes les dimensions, c'est le rôle d'une entreprise, maîtriser ses dépendances vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis même de ses salariés, vis-à-vis de ses actionnaires. Et donc, dans le champ numérique, c'est la même chose. Une entreprise, elle n'a pas à être souveraine, elle a à maîtriser ses dépendances et à préserver sa capacité à agir en maîtrisant toutes ces dépendances. Donc c'est pour ça que ce débat est largement faussé. Et donc la souveraineté, c'est un attribut des États. Ce sont les États qui exercent leur souveraineté à travers des politiques de souveraineté. Pour exercer une politique de souveraineté, les États disposent de 3 leviers. Il y a le levier législatif, réglementaire, normatif. Il y a le levier de l'investissement public, et puis il y a le levier de la commande publique. Si vous y réfléchissez, c'est à peu près les 3 seuls leviers dont disposent les États. Et puis les États peuvent, quand ils le décident, souverainement, déléguer des responsabilités en matière de souveraineté à des organismes, à des structures supra-étatiques. C'est ce que font les États européens auprès de l'Union européenne. Nous décidons, nous, Français, nous, Allemands, et ainsi de suite, souverainement, de déléguer des responsabilités souveraines. On l'a fait avec la monnaie, on l'a fait avec les frontières, on l'a fait avec des pans entiers de ce qui relève souvent des responsabilités régaliennes des États, qui relèvent de leur souveraineté, de la souveraineté des États. Voilà. Merci beaucoup. Martine? Moi, je suis toujours d'accord par définition avec Henri, puisque je suis membre de son association. Donc moi, je suis donc Martine Grelier, je travaille chez EDF et je suis donc numéro 2 de la DSI Group d'EDF. Donc merci beaucoup d'abord à David de nous inviter, et puis merci beaucoup à l'association. Je vois plus. Oui, voilà. Merci beaucoup à l'association de nous avoir invités. C'est impressionnant, là, 900 anciens membres. Donc voilà, donc je suis très honorée, très contente de venir vous expliquer, d'avoir ce débat avec vous. Et donc, pour aller dans le prolongement de ce que disait Henri, alors moi je suis absolument d'accord, la souveraineté, c'est l'apanage des États. Et nous, en fait, en tant qu'entreprise, on veut maîtriser nos dépendances. Après, maîtriser nos dépendances sur le numérique, c'est là qu'on rejoint quand même un peu le sujet de souveraineté au niveau des États. Parce que nous, on veut maîtriser nos dépendances, et donc dans la maîtrise de nos dépendances, il y a le sujet de réussir à maîtriser nos dépendances du côté pour éviter des risques. Et les risques, c'est les risques géopolitiques, les risques sur la cybersécurité, les risques environnementaux, les risques d'intelligence économique. Et donc, en fait, l'ensemble de ces risques, et c'est là que ça rejoint le sujet de souveraineté numérique, parce que, et là on travaille depuis combien de temps, Henri? Depuis au moins 5 ans. Ouais, 5 ans, sur le sujet de que se passe-t-il sur le marché du cloud, qui est un sujet qui est absolument prégnant, etc. Et on travaille tous les 3 beaucoup aussi ensemble sur le sujet du cloud de confiance dans l'association GaiaX. Et en fait, on a un problème très important, et qui est en fait un problème à la fois des États et un problème des entreprises. C'est que, en fait, sur ce marché du cloud, on a des acteurs qui sont des acteurs, pas des acteurs européens, qui ont actuellement, alors je les nomme jamais,
qui ont actuellement 80% de part de marché en Europe, et avec une part de marché qui augmente chaque année. Et donc là, l'année prochaine, ce sera sans doute 90% de part de marché. Donc en fait, donc l'État a un problème, parce qu'en fait, on a ces acteurs essentiellement américains, mais il y a aussi des gros acteurs asiatiques, enfin, en Europe, en tout cas, on a ces gros acteurs américains qui ont entre 80 et 90% de part de marché. Donc, l'État a un problème. Les entreprises, elles pourraient dire, bon, voilà, enfin, je veux dire, la souveraineté, c'est un sujet de l'État. En revanche, les entreprises, elles doivent réfléchir à maîtriser leurs risques, donc, sur ces sujets d'intelligence économique, de cybersécurité et puis sur l'ensemble des points. Et c'est pour ça que nous, en tant que grands utilisateurs, on réfléchit aussi à un numérique de confiance. C'est là qu'on rejoint la définition de numérique de confiance et qu'avec le SIGREF, on a développé un référentiel qu'on appelle le référentiel de confiance, sur lequel on pose très concrètement des règles qu'on veut voir appliquées pour notre numérique de confiance. Et donc voilà, donc le sujet de souveraineté et le sujet confiance se rejoignent, bien que la souveraineté soit l'apanage des États. La confiance, c'est plutôt nous ce qu'on défend. Et après, évidemment, qu'on a besoin de maîtriser nos dépendances sur tous les sujets, et en particulier, et c'est un point sur lequel j'insisterai tout à l'heure, en particulier sur nos données sensibles, puisqu'on a un sujet on veut éviter de la dépendance sur ces données sensibles. Merci beaucoup. Pascal, l'association Le GINUM est assez jeune, je crois, créée en 2021, et vous œuvrez pour un numérique souverain et responsable. Donc, c'est encore une nuance spécifique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bonjour à tous. Donc, effectivement, on a créé le GINUM. Donc, à côté d'Orange, en fait, l'autre acteur de taille conséquente qui était avec nous, c'est CS Group, qui à l'époque n'avait pas encore été racheté par Soprasteria. Donc, et pourquoi on a créé cette association? Parce qu'on a fait le constat que dans le domaine du numérique, il y avait soit des associations professionnelles très généralistes, alors la plus grande étant Numéum, ex-Syntec Numérique, soit des associations qui embrassaient des aspects de souveraineté, mais uniquement par un prisme, par exemple la cybersécurité, soit encore des associations qui venaient du monde de la défense et qui regardaient le numérique d'assez loin. Donc on s'est dit qu'il y avait un champ à occuper du point de vue des associations professionnelles. Donc, on a pris effectivement comme base le numérique souverain et responsable. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de numérique sans parler de responsabilité. D'ailleurs, j'ai vu que l'année dernière, vous avez parlé de sobriété énergétique, donc je pense que c'était assez lié. Et on le fait, bien sûr, sur une cible limitée qui sont le monde de la défense, le monde de la sécurité et le monde des enjeux d'importance vitale. C'est pas si limité que ça quand on y réfléchit, mais c'est quand même un prisme que l'on a souhaité. Donc, c'est une association, comme vous disiez, qui est toute jeune, puisqu'on a moins de 2 ans. Donc, voilà, et qui essaye de se frayer une place dans ce monde déjà riche en associations, en effectivement mettant en avant ce discours autour du numérique souverain et responsable. Et j'insiste bien, on essaye toujours d'allier les deux, cette notion de souveraineté et cette notion de responsabilité. Et toi, Mouad, est-ce que tu as des choses à partager avec nous sur la définition que tu vois auprès des administrations avec lesquelles tu interviens régulièrement et nos équipes interviennent? Je vais essayer parce que il y a eu du niveau dans la définition, c'est le cas de le dire. Vu de ma fenêtre, donc je suis avant tout consultant, donc moi, mon métier, c'est de comprendre ce qui se passe dans le système dans lequel j'évolue et d'essayer de faire une synthèse de tout ce qu'on constate, puisque je pars des constats. Donc, je vous ai préparé une synthèse en 19 points, que je vais lister. Non, je plaisante, évidemment. Pour moi, je suis un peu à l'intersection de tous ces sujets. La souveraineté numérique, je me dis que c'est à la fois un outil politique, effectivement, pour les États. C'est à la fois un outil business qui peut le devenir pour des entreprises, parce que et j'aime bien vraiment ce terme de maîtriser ses dépendances, parce que, in fine, c'est une problématique qu'on rencontre très très souvent, alors pas que dans les administrations, mais de se dire, oui, en fait, je me rends compte que je suis dépendant de tel et tel fournisseur qui n'est pas français ni européen, qui peut m'imposer de faire certains choix que je ne peux pas assumer ou que je ne veux pas, vers lequel je ne veux pas forcément aller.
Le mieux aussi, c'est de donner des exemples concrets. Je ne vais pas citer le nom, mais on a de plus en plus de clients qui nous demandent de travailler avec eux à un découpage de leur système d'information, soit pour sortir d'une zone géographique, soit pour sortir d'une certaine technologie et de faire du coup un mouvement vers un système d'information plus souverain numériquement. Et si on peut, plus responsable. Ok, alors prochaine question pour vous, Nassima. Quels sont les principaux défis auxquels les entreprises sont confrontées donc en matière de confiance numérique et comment vous les accompagnez à mitiger ces risques? Le premier défi, c'est déjà la transformation numérique des entreprises, la digitalisation. C'est le premier défi. Pourquoi? Parce que c'est un levier de compétitivité. Et associé à cela, il y a un bien stratégique qui devient la pierre angulaire de tout ce dont on est en train de parler, notamment sur la confiance, qui est la donnée, la data. Finalement, il y a une multiplication des données, un foisonnement dans leur usage, une typologie des données qui est très variable. Et donc, l'enjeu, c'est de pouvoir les maîtriser. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Et donc, ça passe notamment par, quand je dis maîtriser, c'est déjà pouvoir identifier, pouvoir cartographier ces données, le patrimoine applicatif d'une entreprise, identifier quelles sont celles qui sont vraiment sensibles et celles pour lesquelles il n'y a pas de risque. Alors ensuite, il y a différentes typologies de risques, il y a différents critères et attributs qu'il faut regarder. Donc bien évidemment, il y a un socle qui est la sécurité. Donc derrière, c'est pouvoir assurer la confidentialité, l'intégrité des données. Il y a des enjeux qui sont réglementaires et qui vont dépendre aussi des usages et de la typologie des données. Donc on parle beaucoup de RGPD pour les données personnelles. Il y a d'autres enjeux réglementaires. Tout à l'heure, Martine a parlé d'intelligence économique. C'est un point important aussi à prendre en compte. Donc, il y a cet enjeu-là, vraiment de maîtriser la donnée. Et j'ajouterai quand même un dernier point dont on ne parle pas souvent, et je me permets en tant qu'Orange Business, c'est la résilience. Le numérique, c'est d'abord, et le cyberespace, avant tout, ça s'appuie sur des infrastructures. Et donc, ces infrastructures, il faut qu'elles soient résilientes, redondées. Parce que si une entreprise fait le choix de basculer tout son système d'information, par exemple, dans un cloud et que derrière, il n'y a pas des garanties quant à la redondance, etc., il peut y avoir un impact non négligeable sur son activité. Voilà ce que je pouvais dire sur les enjeux, en fait, les défis des entreprises. Ok, super. Alors, Henri, vous vouliez prendre la parole et continuer peut-être sur les risques que vous identifiez aussi et comment vous accompagnez Oui. les entreprises à les traiter. Alors, c'est vrai que nous avons identifié 3 principaux risques pour l'économie nationale, l'économie européenne, que la situation de dépendance technologique, de perte d'autonomie technologique, que cette perte d'autonomie technologique de l'Europe fait peser sur l'ensemble de l'économie. Il ne s'agit pas, attention, dans mon discours, d'avoir de promouvoir une démarche d'éviction de Microsoft, des MAG, de Microsoft, d'AWS et de Google Cloud. C'est pas du tout ça. Mais bien de se rappeler que l'ensemble des acteurs qui utilisent leurs services sont soumis à 3 principaux risques. Je vais essayer de vous les expliquer rapidement. Et ce sont tous les acteurs qui sont soumis à ces risques. Et donc, à partir du moment où on a conscience de ces risques, le traitement de ces risques doit être mutualisé. Ça devient un enjeu politique. C'est celui de la dépendance de l'économie. Donc, ça devient un enjeu politique et donc un enjeu de souveraineté pour les États. Et pas pour les entreprises, pour les États. Oui, oui, mais il faut pas que chacun ait son point de vue, parce que sinon on ne sait plus parler. Si on a chacun sa définition, on arrête de parler. Il faut revenir à une non, c'est pas un débat. Définition orthodoxe de la souveraineté, c'est le pouvoir suprême reconnu à l'État qui implique l'exclusivité de sa compétence sur le territoire national et son indépendance dans l'ordre international où il n'est limité que par ses propres engagements. Ça, c'est la définition qu'on doit tous avoir. À partir de là, il n'y a pas de raison d'avoir une autre définition dans le champ numérique que dans le champ physique. Bien, je reviens sur les 3 risques. Les 3 risques. Premier risque, c'est un risque d'ordre juridique. Non, je vais commencer par un risque d'ordre économique. Que se passe-t-il, et je pose la question, que se passe-t-il dès lors que vos processus les plus essentiels, vos processus métiers qui conditionnent directement votre business
ne vous appartiennent plus et tournent dans une autre usine. Ou pour le dire autrement, il faudrait se méfier que cette idéologie du fabless de sinistre mémoire pour l'industrie nationale, on ne se retrouve pas dans cette situation où aujourd'hui, je sais que je vais faire hurler Louis, mais c'est pas grave. Il faudrait faire attention que l'usine de production informatique qui n'est plus sur notre territoire, qui ne répond plus à des considérations directement européennes, ne ponctionne pas au-delà du service strict qui est rendu une part de plus en plus substantielle de la valeur créée directement sur le business. Premier risque, un risque d'ordre économique. Le deuxième risque, c'est un risque qui est d'ordre géopolitique. Que se passe-t-il? Et là, on va parler des États-Unis, parce que c'est eux aujourd'hui dont les entreprises sont à 80%, 75% sur le marché du cloud, tout confondu. En Europe, que se passe-t-il? Prochaine administration ou dans 2 administrations, si on se retrouve avec une administration américaine qui décide d'utiliser l'ouverture ou la fermeture du robinet de l'énergie numérique pour imposer une position qui lui conviendrait, soit à un secteur d'activité, à une entreprise ou à un État, voire à l'ensemble de l'Union européenne. Et très clairement, pour en avoir discuté avec ces acteurs que sont les MAG, eux-mêmes disent, dans ce cas-là, on est, nous, entre le marteau et l'enclume. Et je me souviens très bien du dirigeant de l'une de ces entreprises qui disait à mon conseil d'administration, vous savez, moi, mon rêve, pour s'affranchir justement de ce risque, mon rêve, ça serait d'être suisse. Et le troisième risque est un risque qui est d'ores et déjà avéré, malgré ce que l'on peut raconter sur les évolutions technologiques autour de l'informatique confidentielle, le confidential compute, c'est un risque de ponction légale, secrète mais légale, des données des entreprises qui sont hébergées sur ces clouds. Il faut regarder de manière tout à fait attentive ce que permet aux agences de renseignement américaines la section 702 du Foreign Intelligence and Surveillance Act, qui permet aux agences de renseignement américaines, les 27, de faire de la collecte massive a priori, sans mandat judiciaire, des données de tous les non-US personnes, qu'elles soient des non-US personnes physiques ou morales, dès lors que les données sont accessibles pour ces agences de renseignement sur des infrastructures technologiques qui relèvent directement de la législation américaine. Cela dit, on a exactement le pendant en Chine, puisque la loi sur le renseignement du 28 juin 2017, la loi sur le renseignement national chinoise, permet exactement la même chose. Donc, on a les Européens détiendraient des actifs technologiques de même nature. Il n'y a aucun doute, Orange le sait très bien, nos services de renseignement, avec des entreprises relevant de notre législation nationale, effectueraient exactement la même chose. Merci. Pascal, quand on est un acteur quand on représente un certain nombre d'acteurs du domaine de la défense, qu'est-ce qu'on a à proposer? Je pense que je ne sais pas s'il est bon le micro. Mais je disais, je pense que ce qui est bien, c'est que Henri a résumé les raisons pour lesquelles on a au départ réfléchi à créer cette association et en fait on l'a fait aussi en lien, ils iront l'avoir dit, mais en lien avec le ministère des Armées au départ. C'est parce qu'effectivement, il fallait répondre à tous ces défis et qu'on voit bien qu'on est très dépendant de technologies qu'on ne maîtrise pas et sur lesquelles on a peu d'impact. Donc oui, donc il faut. Alors après, on sait que dans le numérique, c'est pour ça que le terme de souveraineté, et on l'utilise au GINUM, mais il est un peu galvaudé. On sait que dans le numérique, on ne sera jamais totalement souverain, bien évidemment. Donc il faut
avoir une capacité à choisir ses dépendances et à savoir ce que l'on souhaite maîtriser. C'est ça qui reste important. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien dire souveraineté / confiance très souvent, parce que je sais aussi que voilà, c'est un abus de langage, mais c'est un abus qui a le mérite d'être assez marketing. Et d'ailleurs, on a testé une fois, pour le dire, dans un petit sondage qu'on a fait auprès de clients du monde public. On a testé ces sujets et les gens aimaient bien le terme de souveraineté parce qu'il leur paraissait voilà, avoir un regard plus fort que d'utiliser simplement confiance numérique. Donc c'est vraiment un débat. Mais voilà, mais du point de vue strict, c'est de la confiance numérique. Alors qu'est-ce qu'on regarde dans le monde de la défense aujourd'hui? Je pense que la vraie question, c'est est-ce qu'on est capable de trouver une alternative qu'on a su le trouver, parce que la défense a été confrontée de tout temps à des enjeux de souveraineté, et pas que dans le domaine du numérique. Est-ce qu'on est capable de trouver une alternative à ces solutions américaines qui soient compétitives et autres? Alors voilà, c'est pour ça qu'on regarde plein de choses, et c'est pour ça que dans le secteur public, et même si ça fait bondir certains acteurs, les initiatives qui ont été prises par des acteurs qui sont proches comme Thales avec Google ou Orange et Capgemini avec Microsoft, sont regardées avec attention dans le monde de la défense et plus généralement dans le monde public, parce que la question qu'on peut se poser, c'est si on n'est pas capable d'avoir une véritable alternative aux technologies américaines du point de vue des fonctionnalités qu'elles nous apportent, est-ce qu'on peut avoir une alternative dans la manière dont on maîtrise leur usage et dans la manière dont on essaye de s'affranchir des éléments qu'évoquait Henri en termes de dépendance à une politique de l'État américain et en termes de dépendance à des lois extraterritoriales vis-à-vis de l'Union européenne. Donc, je pense que c'est aussi un des sujets qui est regardé, c'est cette capacité à dire si on n'est pas capable d'avoir une alternative. Alors, peut-être encourageons des alternatives dans certains cas. S'il n'est pas capable, est-ce qu'on peut avoir un regard différent sur ces technologies étrangères et les maîtriser d'une manière différente? La transition est absolument parfaite pour que Martine nous parle justement d'une alternative européenne et du projet Gaia-X. Alors, je vais vous parler du projet Gaia-X, mais je voudrais dire quand même que Nassima est, comme moi, membre du board de Gaia-X, et que nous sommes très contents parce que nous avons été réélus hier. Donc Gaia-X, c'est quoi? Donc c'est une association européenne qui a donc maintenant 350 membres, donc ça commence à devenir une grosse association européenne qui complètement indépendante, donc que des acteurs. Enfin, c'est pas une association étatique, hein, donc ce que on essaye de faire, c'est donc de proposer des standards qui permettent de créer de l'interopérabilité entre les différents acteurs qui voudraient proposer des solutions souveraines ou pas, puisque en fait on est on essaye d'être dans l'association, on a différents niveaux. Il y a un des niveaux sur lequel on ne demande pas à ce que les fournisseurs soient souverains. Et donc, il y a Microsoft, etc., qui sont membres de l'association. Et puis, donc ça, c'est le niveau 1. Et le niveau 3, c'est un niveau sur lequel, pour le coup, il n'y aura que des fournisseurs européens et sur lequel on demande un certain nombre de critères. Donc, Gaia-X, donc cette association, elle s'est créée il y a 2 ans. On a beaucoup avancé sur les sujets justement de critères pour définir la confiance, parce qu'en fait le sujet, hein, c'est une de mes convictions très très fortes, hein, le sujet il n'est pas français. Le sujet il ne peut être que européen. Parce que en fait, évidemment que la France toute seule avec son marché, moi j'adore la France, hein, mais bon. En fait, on a un tout petit marché. Hein, donc, en revanche, le marché européen, ça, c'est un vrai marché. Et je peux vous dire, pour participer, enfin, je passe quand même beaucoup de temps dans ces réunions européennes. Là, quand on avance en tant qu'Européens et qu'on commence à discuter, là, on commence à avoir du poids et là, on commence à nous prendre au sérieux. Donc, d'ailleurs, c'est toujours un message que je passe à n'importe qui, dans n'importe quelle assemblée. Je dis,
D'abord, adhérez aux associations européennes, soyez présents dans les groupes de travail européens, parce que si vous n'êtes pas présent, en fait, d'autres le feront pour vous. Et c'est assez dingue, en fait, quand on est dans ces groupes-là européens, quand on est auprès de la Commission européenne, il y a un nombre de lobbyistes qui est fou et qui ne sont pas des lobbyistes qui sont en notre faveur, en fait. Et ce ne sont pas forcément des amis. Moi, je passe beaucoup de temps là-bas et je peux vous dire qu'au niveau des gens de la Commission européenne, ils sont super contents quand ils voient des vrais gens, de vraies entreprises qui viennent discuter avec eux. Donc vraiment, je ne peux que vous encourager parce que vous serez accueillis à bras ouverts à Bruxelles. Donc à Bruxelles ou en vidéo, en parlant avec des gens de Bruxelles. Et donc là, le sujet de GaiaX, c'est vraiment de travailler sur ces standards, travailler sur ces référentiels et de travailler de manière hyper concrète. Parce qu'en fait, il ne faut pas qu'on se gargarise de mots sur la souveraineté, etc. On a parlé des risques, on a parlé très stratégie, etc. Mais à la fin, ça se traduit par des choses super concrètes. Ça se traduit par, ça veut dire quoi la portabilité? C'est quoi les règles de portabilité? Pour une entreprise, c'est super important, parce que moi, quand j'ai mis mes données dans tel cloud et que je vais les mettre après dans un autre cloud, la question de la portabilité de mes données et combien ça va me coûter, ça me paraît, c'est un sujet super concret. Donc les critères de portabilité, les critères de transparence, les critères de maîtrise environnementale, les critères de cybersécurité, les critères de résilience dont parlait Nassima tout à l'heure, les critères d'immunité aux lois extraterritoriales dont parlait Henri. Donc tout ça est détaillé et donc on a un référentiel avec 63 critères très technique, très technique et très précis. Et après, on implémente ça. Et donc là, on a déjà fait un démonstrateur avec l'ensemble de ces règles qui sont implémentées en open source et avec des plateformes en fait pour permettre d'implémenter et de vérifier l'ensemble de ces règles, avec des sujets d'identité qui sont très importants. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais le sujet est vraiment important et opérationnel. Et donc, au niveau de GaiaX, on a implémenté le niveau 1 cet hiver. Et maintenant, on travaille sur une implémentation, une certification complète du niveau 3, qui est donc le niveau souverain, on peut dire, enfin en tout cas le niveau européen. C'est un point super important et on en est assez fiers parce qu'en parallèle, les discussions réglementaires sur ce même sujet se poursuivent au niveau européen. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un schéma qui s'appelle EUCS. C'est super technique comme terme, mais quand le truc va arriver au niveau, quand ça va arriver au niveau de la législation, c'est un point super important qui est discuté depuis plusieurs années au niveau des 27, et c'est pour essayer de normaliser tous les schémas de certification de cybersécurité européenne et du cloud, pardon. Et mais bon, c'est vrai que je suis très focalisée sur le cloud parce qu'en fait, on essaye vraiment et tout le monde le fait. Enfin, on sait bien que le move to cloud est un point super important. Et donc, ces négociations sont sous l'égide d'une agence européenne qui s'appelle l'ENIVA. Et il y a des négociations techniques, mais qui en fait sont tellement importantes que maintenant elles sont, d'abord de toute façon, elles doivent être validées par les États. Et je peux vous dire qu'y compris notre ministre du numérique, c'est lui qui défend les positions françaises. Enfin, je veux dire, on passe du technique au sujet, voilà, comment on va défendre les positions, parce qu'à un moment, on parle de marché de milliards d'euros et on parle aussi de nos données et donc de la stratégie des entreprises. Donc, le UCS sur les négociations avancent, mais elles sont quand même un peu bloquées, on va dire, depuis quelques années, parce qu'ils arrivent, j'espère qu'un jour, la fumée blanche va sortir, mais oui, pour le fait, ça arrive. Ça arrive, mais bon, moi, j'ai encore eu cet après-midi les négociateurs qui me disaient... ça arrive, oui, ça arrive, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'on pense que ça va arriver bientôt. Donc, et au niveau de GaiaX, on a réussi, parce que on est pragmatique, etc. On a réussi à faire cette discussion
Alors, on n'est pas 27 pays, hein, mais on en est 15, je crois. Donc, c'est pas si mal. Et donc, on a réussi à faire cette discussion sur les critères. Et c'est intéressant, important de pouvoir avoir cette discussion entre Européens. On n'est pas forcément d'accord tout le temps, évidemment. Mais à la fin, si on arrive à se mettre d'accord sur des critères communs, vraiment, il y a une puissance de l'Europe dont il faut vraiment tenir compte. Merci. Nassima, est-ce que vous voulez dire un mot? On a évoqué les solutions comme bleu, une alternative européenne avec des standards côté Europe. Est-ce que vous avez quelque chose à nous partager? Alors, il n'y a pas de scoop, si c'est ça l'attente. Non, pas de scoop, mais de positionnement peut-être. Non, c'est déjà pour dire que, au-delà des définitions, on voit bien que les uns et les autres, on s'entend sur un point, c'est qu'il faut se rattacher à du concret, donc à des critères, c'est le premier point, et à des cadres réglementaires, de la normalisation, des standards, et c'est ce qui permet finalement d'identifier le niveau de confiance que l'on peut avoir sur une solution ou sur une autre. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais partager, c'est que on vit dans un monde interdépendant. Et donc l'idée, en effet, je rejoins Henri, c'est pas d'avoir une démarche protectionniste. Je pense qu'il faut voir aussi dans le monde auquel on évolue, et il y a tout intérêt à voir comment on peut avoir une certaine maîtrise. Alors, je dis bien une certaine maîtrise parce qu'elle ne peut pas être totale. Et donc, si je prends l'exemple du projet bleu, donc je parle bien de projet parce qu'à ce stade, la joint venture entre Orange et Capgemini n'existe pas encore. Donc, je prends des précautions. Mais l'objectif du projet bleu, c'est bien finalement constatant aujourd'hui qu'il y a énormément d'entreprises, d'administrations, d'utilisateurs de solutions Microsoft, c'est de pouvoir proposer une solution qui permette au moins d'apporter des garanties par rapport à un certain nombre de risques qui ont été mentionnés tout à l'heure. Voilà. Ça ne veut pas dire que ça doit être la seule. Et j'insiste là-dessus, il faut qu'il y ait des alternatives. Il y a suffisamment, en fait, le marché est suffisamment vaste pour qu'on puisse y répondre, mais c'est une réponse parmi d'autres. Henri? Ah non, enfin moi je peux toujours réagir. Il faut vraiment le répéter, et Nassima a absolument raison. Nous sommes même une politique de souveraineté, c'est pas une politique d'autarcie. N'ayons jamais ça en tête. C'est une politique où l'on maîtrise ses dépendances. C'est une politique dans laquelle un État ou une organisation supra-étatique va mettre en place des politiques publiques pour maîtriser ses dépendances et préserver son autonomie d'appréciation, de décision et d'action. C'est ça une politique de souveraineté. Et en l'occurrence, soyons bien clairs, les États-Unis, c'est pas un ennemi. Et a priori, on est loin, très loin, du fait que ce soit un ennemi. En revanche, si c'est un allié, et c'est un allié constant depuis longtemps, c'est également un concurrent économique. Et dans le champ économique, il est normal que les États-Unis mettent en œuvre des politiques de concurrence en utilisant les outils que nous-mêmes, nous mettons à sa disposition. Voilà, ça, c'est très clair. Je ne dirais pas ça pour d'autres États dans lesquels nous allons également avoir des dépendances à maîtriser, mais avec la Chine, la Chine, c'est un concurrent assurément, ce n'est pas un allié. Et on est loin, et ça ne sera jamais un allié. Et pourtant, c'est un État avec lequel nous allons continuer à avoir des interdépendances. Donc il faut avoir une lecture géopolitique de ces sujets qui soit extrêmement claire. C'est ce que nous essayons de faire avec au CIREF, avec nos adhérents, c'est de leur donner ces clés de lecture. Et dès lors que l'on a une clé de lecture géopolitique, ça, moi je suis certainement par mon passé professionnel, mais je trouve qu'on ne fait pas assez de géopolitique, on n'utilise pas assez la méthode de raisonnement géopolitique pour se projeter sur ces enjeux numériques. Et du coup, après, il y a beaucoup de confusion dans les discours. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a même des responsables, et notamment des responsables politiques, qui, à dessein, pour s'affranchir de leurs propres responsabilités, sont capables d'entretenir cette confusion. Et je trouve ça, c'est pas une démarche très responsable.
Ok, merci. Mouad, toi, très concrètement, chez les clients, donc plutôt des administrations françaises, comment sont perçus ces sujets? Est-ce qu'il y a une prise de conscience sur des enjeux qui les dépassent au niveau de l'administration, au niveau de l'État, voire au niveau européen? Est-ce que ça a un impact? Et est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir dans le fait de faire le tri avec les bons critères pour choisir les bonnes solutions pour eux? Ça fait. Oui, t'as pas parlé depuis un moment. Je vais essayer. Vu de ma fenêtre, encore une fois, la problématique qui est posée, enfin pareil, le constat, il peut y avoir certains clients qui commencent à se dire, donc, ils le formulent comme ça, donc je vais le redire, je voudrais un SI plus souverain. Et notamment dans un schéma directeur. Désolé Henri, mais on me l'a formulé comme ça, donc je le répète. Tu me les envoies? On en reparlera. Mais plus concrètement, la question derrière, c'est effectivement qu'est-ce que ça va tirer comme question? Ça tire la question un peu de ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur c'est quoi les alternatives? Ok, une fois qu'on a Microsoft partout, en sortir comme ça, c'est pas non plus quelque chose. J'imagine que si quelqu'un avait la solution, on l'aurait déjà fait. Les réflexions que ça tire aussi, c'est autour de du coup l'innovation. Parce que, in fine, pour avoir des alternatives, ça veut dire qu'il faut travailler sur l'innovation. Si on parle d'innovation, je trouve aussi qu'il faut travailler sur les compétences. Donc, ça fait le lien ce soir avec le MSIT. Du coup, de travailler aussi sur les cerveaux, donc au niveau français, au niveau aussi européen, qui vont créer les produits de demain, qui vont devenir des alternatives crédibles face à des produits qui sont aujourd'hui dominants et dans lesquels on est enfermé, quoi qu'on en dise. On parle de dépendance depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est ça le sujet. Et typiquement, un sujet comme Bleu, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose d'intermédiaire, puisque in fine, on se retrouve avec un acteur de l'économie numérique française qui va opérer un produit du coup américain. Donc voilà, moi, vu de la fenêtre, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Vu de ma fenêtre, pardon, c'est ça. Et souvent aujourd'hui, quand c'est formulé, c'est au travers d'une question stratégique et souvent c'est du schéma directeur. C'est un des pans qu'on veut traiter, enfin, que le client veut traiter, donc on essaie de l'aider à le faire. Et de ton point de vue, il le traite bien? Est-ce que les risques sont suffisamment bien identifiés? Est-ce que la vigilance est de mise? Tu parlais d'évangélisation. Est-ce qu'il y a des efforts encore à faire? Je pense que oui. On est tous là pour en témoigner ce soir. Au niveau de maturité, c'est quand même pas le truc qui vient le plus spontanément en disant c'est traitez-moi ce sujet-là en priorité. Par contre, là où je rejoins aussi le tour de table, ce qu'on se dit, c'est que ça se traduit par des choses très concrètes. À la fin, ça se finit par OK, moi, dans mon cahier des charges, je veux mettre des clauses qui vont me permettre, in fine, d'acheter des choses, pour en revenir encore une fois, qui vont me permettre de maîtriser ma dépendance à tel techno, tel infra, voilà. Ok, merci. Oui, et après, ce sera Pascal sur les... C'était juste pour dire ce qu'a dit est extrêmement important à propos des compétences. Je crois qu'on tout ce qu'on se raconte sur l'autonomie technologique et ainsi de suite, c'est du pipeau si on n'a pas les compétences. Or, je crois qu'on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais on travaille énormément sur le sujet, on ne s'en rend pas compte, mais nous sommes en train de vivre à bas bruit, une catastrophe éducative, pédagogique, avec la réforme du bac. On ne s'en rend pas compte encore, mais quand on regarde les chiffres, ils sont terribles. Et nous sommes en train de diverger totalement entre ce que produit le système éducatif, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, et les besoins de la société française à l'horizon 2030-2040. Il y a une divergence totale, je vous dis, j'utilise, et c'est pas un effet de manche, quand je parle de catastrophe, c'est vraiment la réalité de ce qui est en train de se passer. C'est gravissime et je ne sais pas comment on fait pour être entendu, alors que tout le monde a les chiffres vraiment devant les yeux. Oui. Je suis forcément d'accord avec Henri, puisque les compétences, c'est un sujet qu'on a mis au cœur des travaux du GINUM. Moi, je vais revenir sur un point qu'évoquait Mouad, et je vais rebondir, c'est que quand on parle avec des
des petites sociétés, donc des startups, des PME de l'écosystème numérique, alors dont certaines sont membres du GIM, certaines non. Ce qu'elles disent très régulièrement, c'est on ne veut pas être choisi parce qu'on est français ou européen, mais donnez-nous au moins une chance de montrer nos technologies, de participer aux appels d'offres et d'être présent. Et ça, je crois que c'est un message important. C'est aussi une des difficultés. Alors, notamment dans le monde public et dans les grands appels d'offres publics, malgré tout ce qui est dit et tout ce qui est fait, c'est relativement compliqué pour des petites entreprises d'arriver à se positionner, d'arriver à montrer leur technologie et d'arriver à défendre leurs chances. Et je le redis, hein, les discours de tous les patrons de ces boîtes sont très clairs. On ne veut pas être choisi parce qu'on est français, on veut être choisi parce qu'on est bon et qu'on répond aux besoins du client. Alors c'est pour ça qu'il y a un sujet sur lequel on investit dans le GINUM, et ça rejoint un des leviers que l'État peut avoir en matière de souveraineté numérique, c'est-à-dire la commande publique. Hein. Donc on travaille sur deux choses qui se rejoignent en fait. On travaille d'abord sur un guide de l'achat, alors numérique souverain, numérique de confiance, on verra comment on l'appelle, mais on travaille sur ce guide d'achat parce que on a le sentiment qu'il n'existe pas véritablement. Autant il y a des choses très bien qui ont été faites et qui sont d'ailleurs utilisées dans les appels d'offres publics sur l'achat numérique responsable, avec la prise en compte de tous les critères qui vont bien, autant sur ce sujet, on pense qu'il y a des choses à faire. Donc c'est un des leviers sur lequel on travaille. Et le deuxième levier, c'est qu'on a fait le constat que, et ça vaut ce que ça vaut, qu'en matière de labellisation, il y avait plein de choses qui se développaient dans des labels cyber. La cyber, alors là, pour le coup, ça manque pas de labels, il y en a beaucoup, etc. Mais que sur la notion de numérique, souverain, de confiance, etc., il n'y avait pas grand-chose qui existait. Et donc, on a décidé au GINUM, alors on a créé un label qu'on a déposé à l'INPI, donc on a fait les choses bien, l'abeille numérique. L'abeille numérique, voilà. Donc voilà, je ne sais plus pourquoi, mais en fait, bon, c'est très joli. Donc, on a eu beaucoup de discussions, puis finalement, on a convergé. Je crois qu'on avait un petit quand on a trouvé ça, on avait un petit côté napoléonien, donc avec l'abeille, donc voilà. Voilà, donc et puis avec voilà, donc on a et ce label, donc on l'a déposé en début d'année. Là, on est en train de le tester. On a 3 adhérents du GINUM qui sont 3 PME, donc du monde du numérique, qui ont accepté de jouer le jeu et de se soumettre au label. Donc on est en train de le tester. C'est un label qui définit un certain nombre de critères. Est-ce que vous pouvez détailler un peu les critères ? Il y a des critères déjà sur l'aspect capitalistique de l'entreprise pour s'assurer qu'elle répond à certains critères. Il y a des critères sur où est située la production de l'entreprise, où est située la R&D de l'entreprise. Il y a des critères sur le fait qu'elle soit dépendante ou non à des fournisseurs tiers qui eux-mêmes ne relèvent pas de l'Union européenne, par exemple. Voilà, donc je crois que c'est les principaux critères. Donc il y en a quelques autres. Donc on est en train de travailler sur ces critères. On a défini une grille d'évaluation de ces critères qui permet d'arriver ensuite à une magnifique araignée qui permet de donner une note de souveraineté. Voilà, c'est un processus qui est nouveau. On est en train de le roder. Comme je disais, on a 3 boîtes. Alors on l'a fait pour l'instant sur des gens qui font soit des produits, soit des logiciels. On n'a pas ce label tel qu'on l'a défini n'est pas encore adapté au monde du service. On est vraiment sur des fabricants ou des éditeurs de logiciels. Et donc, on est en train de le tester avec 3 et on espère qu'on pourra communiquer sur le sujet pendant l'été pour présenter plus avant notre label et donner des premiers résultats avec les acteurs qui ont accepté de jouer le jeu. Merci. Oui, merci. Je peux peut-être rebondir parce que c'est super intéressant et que en fait pour dire que nous au niveau de Gaia X, donc au niveau européen, on a aussi travaillé sur les sujets de labels justement et donc on est en train de développer. Donc il y a 3 labels qui sont sur ce numérique responsable et qu'on développe au niveau européen avec aussi des sujets de certification. C'est pas sur le sujet du matériel du tout, parce qu'on est sur des sujets data et cloud. Mais en fait, ce sujet de labellisation, de certification, il est absolument clé parce qu'en fait, à un moment, pour les utilisateurs, on a besoin de savoir en fait ce qu'on achète.
Et donc, moi, je donne toujours l'exemple, la bonne comparaison, c'est avec le Nutri-Score, hein. Je veux dire, quand je vais acheter mon paquet de, je sais pas quoi, céréales, ben, c'est très bien que je sache si c'est ABCDE. Et en fait, on développe, hein, sur ces sujets de numérique de confiance, on développe aussi ce type de label. Et là, on est très, très avancé, puisqu'en fait, on fait, donc c'est compliqué hein, de labelliser. Donc, les critères de label sont clairs. On est d'accord entre les différents membres et après, il faut regarder les critères détaillés pour obtenir le label et la certification. Et c'est cette étape-là sur laquelle on est exactement de la même manière, sauf qu'on n'est pas exactement sur les mêmes champs. Mais donc, ce sujet de label est un point absolument clé. Enfin bon, voilà, donc c'est un point très important. Nassima, je voulais vous poser une question. Vous opérez au niveau global. Comment on décline un numérique de confiance au niveau global vis-à-vis des entreprises françaises et puis peut-être aussi vis-à-vis des entreprises étrangères qui ont des attentes qui doivent être un peu différentes? Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet qui est de plus en plus prégnant. Tout à l'heure, une personne est intervenue pour parler de globalisation. On assiste à la fois à une globalisation et en même temps une fragmentation du monde numérique qui s'explique d'une part parce qu'on a dit tout à l'heure le contexte géopolitique. Ça, c'est le premier point. Et aussi, cette fragmentation, elle s'explique par la multiplication des régulations et des réglementations locales. Donc, il y a la déclinaison du RGPD maintenant un peu partout dans le monde. On retrouve la déclinaison, alors je ne vais pas dire de SecNumCloud, mais par exemple sur le cloud, on constate qu'il y a de plus en plus de pays qui ont des exigences pour que les données restent localisées sur leur territoire. Et j'ai quelques exemples d'entreprises françaises, mais qui ont une activité partout dans le monde, qui se sont tournées vers Orange Business pour dire, voilà, moi je suis embêtée parce qu'aujourd'hui j'ai une activité aux États-Unis. Je développe aussi une activité en Asie et chacun des pays refuse à ce que nos agents collaborateurs échangent des données entre les deux pays. Comment je fais? Derrière, vous vous doutez bien, il y a aussi des enjeux de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un vrai sujet et on voit qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se tournent vers nous, alors parce qu'on a justement cette empreinte globale, qu'on a aussi, ça revient sur le sujet de maîtrise la dépendance technologique. Le fait j'aime bien utiliser le terme ne pas mettre ses œufs dans le même panier. C'est vraiment ça, c'est finalement dans la stratégie d'entreprise, voir comment multiplier, et c'est aussi notre rôle en tant qu'opérateur, intégrateur de services numériques, de pouvoir proposer ce catalogue varié en fait d'acteurs technologiques pour pouvoir avoir cette maîtrise. Mais ça, c'est un sujet qui est de plus en plus présent. Je pense qu'au travers de tout le travail qu'on fait au travers de Gaia X, ça peut aider parce que sur ce sujet de la donnée, finalement, comment je peux partager des données en confiance au travers d'un certain nombre de labels. Voilà. Ok, très bien, merci. Alors, j'avais une question ensuite par rapport à des initiatives émergentes et peut-être faire référence aux discussions qui sont en ce moment en cours, je crois, au Sénat, sur loi de sécurisation. Il y a pas mal de sujets. Martine, est-ce que vous voulez prendre la parole? Je sais que vous êtes impliquée. Oui, enfin, Henri peut aussi prendre la parole. Ça de très près. On suit ça de très, très, très près. D'ailleurs, je pense que tous les acteurs autour de la table suivent ça de très, très près. Il y a eu, en fait, enfin, c'est des sujets qui sont vraiment d'actualité. Il y a eu la semaine dernière un amendement porté par le député Latombe sur le sujet de la souveraineté numérique et qui était... Oui, pardon, pas la semaine dernière. Il n'y a pas longtemps. Et non, mais la discussion a eu lieu la semaine dernière. Ça avait été porté en commission et la discussion en séance plénière a eu lieu la semaine dernière. L'amendement en fait proposait, je le fais en très résumé, que pour les OIV et OSE, l'ensemble de leurs données sensibles soit confié uniquement à un cloud de confiance. Et donc, il y a eu une grosse discussion sur le sujet.
Et on a été consulté comme plein de membres, hein. Et en fait, in fine, l'amendement a été retiré, ce qui ne veut pas dire que l'amendement n'existera plus jamais, parce qu'en fait, le gouvernement en fait a indiqué que ça serait reproposé dans un autre cadre. Alors pourquoi? Alors en fait nous, je donne pour le coup là la position d'EDF. Nous en fait on était assez d'accord avec le sujet de l'amendement sous réserve que il y ait une offre. Parce qu'en fait, tout le problème, c'est qu'on peut on peut être, s'il y a un processus législatif, mais que, en fait, derrière, hein, il n'y a pas d'offre, c'est quand même un problème. Donc, on avait dit qu'on pouvait, d'ailleurs c'est notre stratégie, hein, pour les données sensibles, on souhaite aller dans un cloud de confiance. Pour les données qui ne sont pas sensibles, et c'est quand même la grande majorité, on va aller dans des clouds publics. Mais à un moment, on a besoin d'avoir une offre. Et donc, il y a une problématique en fait de l'offre et du timing, etc. C'est le premier point. Et le deuxième point, et là je reviens sur le sujet des discussions européennes, on a aussi dit, et c'était aussi la position du ministre, hein, que en fait on devait regarder ce qui se passait d'abord au niveau européen et au niveau UCS justement, avant de se mettre à adopter des critères qui soient finalement franco-français. Donc c'est pour dire que le sujet est vraiment d'actualité. Après moi j'ai regardé les débats et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion dans les débats, enfin vraiment on peut le dire, hein, parce que en fait dans les débats il y a aussi beaucoup de protectionnisme et en fait nous au niveau des entreprises, en tout cas des utilisateurs, notre sujet c'est pas forcément le protectionnisme, hein. Nous notre sujet c'est de pouvoir en fait protéger à nouveau et maîtriser nos dépendances. Donc, il y a beaucoup de débats et j'avoue que des fois, c'est un peu hallucinant, hein. Moi, l'autre jour, j'étais à un débat comme ça, là, et un député qui m'a dit que, alors pourtant, moi, je défends la partie protection de nos données, hein, mais il y a un député qui m'a dit que j'avais complètement tort, parce qu'en fait, ce qu'il fallait, c'est un député breton, qu'il fallait que les données restent sur le territoire breton, et que si elles allaient à Nice, ça n'allait pas du tout. Donc, Je comprends, hein, mais bon, après, donc, il y a un moment, je pense qu'il faut raison garder. Et donc, bon, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec nos sujets qui sont défendus. Voilà, avec des positions diverses et variées par les députés. Mais néanmoins, juste pour dire quand même hein, que ce sujet dont on parle ce soir est un sujet qui est vraiment dans l'actualité politique. Ouais. Alors Henri, et ce sera après on fera un dernier tour de table et vous pourrez conclure sur les éléments qui vous paraissent les plus importants à partager avec l'Assemblée. Comment on fait pour accompagner nos dirigeants à comprendre ces sujets, les maîtriser un peu mieux? Est-ce que vous avez des pistes? lesquels? Quels dirigeants? Nos députés, ceux qui font Un député? Oui, par exemple. Bah, Ceux qui à l'Assemblée décident et légifèrent. Ah oui, alors je connais très bien le sujet parce que depuis 2015, je suis personnalité qualifiée au sein d'une commission parlementaire qui s'appelle la Commission supérieure du numérique et des postes. Cette commission, elle a été créée en 1991 dans le cadre des lois de privatisation de ce qui à l'époque était France Télécom et puis La Poste. Et pour maintenir un contrôle parlementaire sur les activités de service public de ces deux acteurs, cette commission a été créée. Et donc, elle est composée de 7 députés, 7 sénateurs et 3 personnalités qualifiées, dont moi, depuis 2015, j'en suis à mon 3e mandat, qui m'occupe des sujets numériques. Alors, 2 choses. C'est passionnant comme job. J'ai un poste d'observation absolument remarquable, mais c'est désespérant compte tenu de l'incompréhension, mais fondamentale, de nos parlementaires sur ces sujets-là, qui par ailleurs sont tous convaincus
de les comprendre. Convaincus, bien entendu. Ils ont un smartphone, ils savent l'utiliser. Ils ont un ordinateur, ils savent l'utiliser. Et puis, ils ont des électeurs. Et eux-mêmes savent utiliser leurs électeurs. Et qu'est-ce que leur demandent leurs électeurs? Et à quoi on arrive de manière systématique avec eux, in fine? C'est la fibre chez moi, dans ma circo. C'est la couverture des zones blanches. Le reste, alors là, on en est un peu loin. Et c'est à ça qu'ils tentent de répondre, d'abord. D'ailleurs, si vous prenez, je crois vous l'avez évoqué, tu l'avais peut-être évoqué, la loi SREN, présentée en Conseil des ministres le 10 mai par Jean-Noël Barrot, sécuriser et réguler l'espace numérique. Comment? Elle n'est pas encore au Sénat, elle arrivera début juillet, mais effectivement, elle va commencer son parcours parlementaire en commençant par le Sénat. Ce texte de loi, quand vous le regardez, il y a quelques éléments qui intéressent les entreprises, d'adaptation notamment du droit français à certains règlements européens qui sont entrés en vigueur, comme le Digital Market Act, le DSA, le Data Governance Act, et ainsi de suite. Il y a deux petites mesures qui sont des mesures d'adaptation par anticipation du droit français à ce que sera le Data Act, qui n'est pas encore adopté au sein de l'Union européenne, puisqu'il est actuellement entré. Ces deux mesures, c'est l'interdiction des egress fees, vous savez, c'est les frais de sortie des cloud providers, donc sur le territoire national. Je ne sais pas comment on va faire, mais les egress fees seront interdits. Et puis, également, ça sera juste en France, c'est l'obligation de l'interopérabilité des services à équivalence fonctionnelle, c'est-à-dire de visioconférence, vous n'êtes pas obligé de télécharger Teams si vous utilisez Meet. Donc, Meet et Teams sur le territoire national, en toute rigueur, lorsque SREN sera adopté, devront. Cela dit, c'est ce qui est dans le Data Act, ou WhatsApp et puis Telegram, par exemple. Vous utilisez Telegram, j'ai pas besoin de télécharger WhatsApp, donc ils doivent être interopérables. Voilà. C'est ce qui est écrit dans la loi SREN. Et puis le reste, comme d'habitude, c'est pour les lecteurs. Et quand on parle de sécuriser l'espace numérique, c'est sécuriser l'espace numérique, mais pour lutte contre les arnaques. C'est très bien, non mais attention, je ne critique pas. Mais c'est la lutte contre les arnaques, c'est la lutte contre le cyberharcèlement, la lutte contre les fake news et ainsi de suite, voyez. Mais ça ne répond pas du tout aux enjeux quand on dit sécuriser l'espace numérique, de sécuriser vraiment l'espace numérique, de mettre en place, par exemple, une doctrine qui soit opératoire et utile pour les entreprises, qui soit un levier réglementaire ou un point d'appui réglementaire pour renforcer la protection de leurs données sensibles, par exemple. Ce dont on a parlé avec le cabinet de Barrot et qu'on aimerait bien inscrire, plutôt qu'à travers l'amendement Latombe dans la loi de programmation militaire qui était ni fait ni à faire, avec une bonne intention, mais alors avec une mise en œuvre catastrophique, donner à ce point d'appui aux entreprises pour leur permettre de réellement sécuriser leurs données. Voilà. Henri, votre mot de la fin? J'ai soif. Yes. Non. Le mot de la fin, attention, sur ces sujets, je reprendrai compétences. Il y a trois leviers sur lesquels, trois urgences absolues sur lesquelles il faut travailler. 1, c'est les compétences. 2, c'est les compétences. 3, c'est les compétences. Parce que si on ne le fait pas, notre génération, on va avoir de vrais soucis. Mais alors, la génération future, c'est une catastrophe. Et nos petits problèmes des retraites, là, plus de 2 ans, ainsi de suite, le débat se posera dans des termes beaucoup plus sévères dans 15 ans, dans 20 ans, pour les générations qui viennent, si on n'a pas résolu notre problème de compétences. Merci. Mouad, ton mot de la fin? Je vais en avoir plusieurs. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est déjà merci pour cet échange, parce que voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc je suis très content d'être avec vous sur cette table. Et moi, le voyage, il a commencé il y a 18 mois, parce que je pense comme beaucoup, je l'ai peut-être entendu parler, mais je n'ai pas spécialement regardé. Puis un jour, j'ai commencé à creuser, et puis j'ai continué à creuser, et puis en fait, on se rend compte que
on peut tirer absolument tous les sujets à travers ça. Donc, c'est déjà la première chose qui est passionnante. Et ce qui est très intéressant, et j'essaierai de conclure là-dessus, c'est que, in fine, on parle de sujets quand même très complexes. On est sur de la politique, on est sur des sujets business, de la macroéconomie, tout ce qu'on veut. Mais que, in fine, on en revient toujours à des choses très pratico-pratiques, très terre à terre. C'est comment je vérifie que mon SI ou mon produit correspond aux critères de souveraineté, comment dans ma politique achat ça peut ou pas se traduire, pardon. Est-ce que j'ai un support législatif qui me permet de pousser dans telle ou telle direction? C'est quoi mes fameuses alternatives numériques aujourd'hui aux produits auxquels je suis complètement dépendant? Enfin, voilà, donc je ne sais pas si c'est en guise de conclusion, mais en tout cas, moi, c'est ce voyage qui m'a intéressé et j'en retire beaucoup de choses. J'espère qu'on a pu partager avec vous tous ces éléments. Voilà. Merci. Pascal, votre mot de la fin? Pardon, mon mot de la fin, il est sur un point qui a été évoqué, c'est trouver des alternatives. Alors, je voudrais partager deux convictions sur le sujet. La première, ça a été dit, et je le pense également, ces alternatives, elles sont forcément au niveau européen, parce que ça veut dire que si on trouve des alternatives pour qu'elles soient économiquement viables dans la durée, il faut qu'elles aient un marché suffisant, et ce marché, c'est nécessairement le marché européen. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est pas si simple quand on voit qu'on cherche à mettre nos données uniquement en Bretagne. On voit bien qu'il y a un chemin qui est long à parcourir jusqu'à avoir une approche européenne. Et la deuxième, c'est que quand on regarde l'argent qui est mobilisable pour aider à cette innovation, à ce développement, il est très important quand on regarde au niveau de la France et au niveau de l'Europe. Mais il faudrait peut-être qu'on arrête globalement, que ce soit en France ou en Europe, de le saupoudrer et qu'on fasse peut-être des choix un peu plus forts et un peu plus politiques, c'est de la politique, et de focaliser les aides et autres sur quelques projets qui se donnent une chance de faire réellement émerger une alternative. Ça, c'est le message que je voudrais passer. Merci. Ouais, je conclurai sur deux choses. Alors, la première, c'est, quand je parlais de digitalisation, c'est finalement quelle est la valeur ajoutée que je recherche. Je pense que c'est très important pour une entreprise quand on parle de cloud. Avant tout, si on veut aller vers le cloud, c'est toute la scalabilité, l'innovation qui est apportée. Je pense que ça, c'est un point important. Le deuxième point, j'ai des données. C'est clairement un bien stratégique. Encore faut-il que je sache les classer, les identifier, les données RH, financières, métiers, avec différentes typologies, quel est le niveau de sensibilité et quel est l'usage que je vais rechercher. Et une fois que déjà ce travail est fait, ça permet d'éclairer et d'aider dans cette stratégie de digitalisation dans un environnement de confiance. C'est vraiment un vrai levier. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je pense que c'est intéressant de voir aussi sur ce sujet, c'est qu'il y a besoin d'un écosystème d'utilisateurs et finalement d'acteurs en fait du numérique qui peuvent proposer des solutions. L'idée, c'est bien d'avoir ce diptyque, j'ai une demande et comment je peux y répondre au travers de l'offre. Martine? Alors, moi, je veux insister sur deux points. Le premier point, c'est qu'il ne faut pas être naïf et les risques d'intelligence économique, ça existe. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, justement, pour le sujet des données sensibles, il faut faire très attention aux risques d'intelligence économique. Et voilà, venant de tous les pays. Donc, ça, c'est un point extrêmement important, d'où le fait qu'on fait très attention à ce thème-là. Donc, c'est le premier point. Et le deuxième point, alors je vais un peu paraphraser Henri, mais je ne vais pas dire les compétences. J'ai envie de dire l'Europe. Absolument. Et donc, et voilà, c'est comme ça que je vais conclure. Merci. Alors, on a 10 minutes pour échanger avec vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Parti. Bonsoir à tous, c'est Hicham Kastraoui, consultant senior chez Tasman. Donc, bienvenue à tous et encore merci à nos intervenants pour cette conférence ce soir. Donc, je reviens sur la définition basique de la souveraineté en tant que domaine régalien de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'État français sait où est-ce qu'on veut aller dans la souveraineté numérique? On s'est doté depuis quelques mois d'un ministère de la souveraineté numérique, mais est-ce qu'on a une politique publique claire en termes de souveraineté numérique? Est-ce qu'on sait où on veut aller? Clairement, non. Je vous ai dit, une politique de souveraineté,
Et c'est la même chose dans le numérique, c'est actionner de manière cohérente, coordonnée et avec le même niveau d'ambition, 3 leviers. Celui du réglementaire, celui de la commande publique, celui de l'investissement public. En ce moment, on met un peu de réglementaire à un moment donné, puis on essaye de faire un peu de commande publique, puis on saupoudre avec de l'investissement public. Tout ça n'est pas coordonné, tout ça ne peut pas tenir lieu d'une vraie politique de souveraineté numérique. C'est très clair. Et si on continue comme ça, ben, il n'y aura jamais de politique de souveraineté numérique capable de remettre au bon niveau notre pays, mais c'est la même chose en Europe. D'accord. Pour une fois que je suis pas complètement d'accord avec Henri, moi je pense que effectivement on peut toujours voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein, mais néanmoins, alors effectivement on peut dire qu'il n'y a pas de politique, etc. Enfin bon, néanmoins depuis la dernière Commission européenne avec Thierry Breton, il y a eu des avancées absolument gigantesques qui ont été faites sur ce sujet du numérique. Le DGA, le DMA, le DSA, c'est des trucs de dingue oui, mais quand même, enfin, vraiment, enfin, il y a eu des bons en avant, mais moi, on m'aurait dit, il y a 5 ans, qu'au niveau européen, on allait sortir le DGA, le Data Act, le DMA, etc. Là, j'aurais pas cru. Donc, moi, je pense que grâce à la volonté de la Commission européenne, et notamment de Thierry Breton, qui est un grand commissaire, on a réussi à avancer sur le sujet. Ça se décline maintenant dans chacun des pays. Alors certes, tout n'est pas cohérent, etc., etc. Mais oui, mais néanmoins, ce réglementaire, on avait, enfin voilà, on en aurait rêvé. Donc ce point-là, il est super fort. Et donc moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on a fait des gigantesques avancées. Oui, bonjour, je suis Sébastien Bachem. J'ai été pendant 10 ans le directeur des projets métiers à l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Alors déjà, je voulais vous remercier pour la qualité d'échange, c'était très très intéressant. J'ai eu l'occasion moi de bosser sur des systèmes comme Mon Espace Santé, sur des systèmes qui ont été utilisés dans la crise Covid comme Civic pour comptabiliser les nombres de victimes d'attentats et les nombres de cas de Covid et le CIDEP et la souveraineté de ces systèmes est essentielle. Donc je suis quelqu'un qui est complètement acquis aux besoins de la souveraineté et je voulais saluer toutes les initiatives que vous faites au niveau européen parce que je pense que là il y a vraiment des choses intéressantes. Alors dans le débat, il y a un point qui m'a gêné. Le point qui m'a gêné, c'est qu'on ne parle pas de fonctionnalité. On a parlé de tous ces critères qu'il faut mettre en place, c'est très important. Mais aujourd'hui, on voit bien que par rapport à ce qu'offrent les GAFA, malheureusement, les fonctionnalités sont incomparables en termes PASS, même en termes IaaS, par rapport aux acteurs européens. Donc, j'ai 3 questions. La première, c'est est-ce que vous pensez que les acteurs européens, que ce soit Auskel, Scaleway, OVH, sont en capacité de rattraper fonctionnellement le retard qu'ils ont sur les fonctionnalités? Première question. Deuxième question, des solutions de transfert technologique comme Blue, qui me paraissent très importants. Moi, j'étais en charge de définir la politique cloud pour l'Agence du numérique en santé. Il y a encore 3 ans, on était très intéressés par ce qui se passe. On voit que ça avance très lentement. Donc, est-ce que vous croyez dans ces initiatives? Et dernière question pour vous, Henri, je me permets, vous êtes au SIGREF, vous avez Veolia parmi vos acteurs. La DINUM la présentait comme des champions parce qu'aujourd'hui, ils s'appuient sur les GAFA pour pouvoir développer toute leur concurrence. Qu'est-ce que vous leur dites? Merci. Je veux répondre à la première question sur les acteurs français, européens, OVH, Outscale qui a été mentionné. Nassima? Oui. Ah d'accord. Super. Ouais, sur la première question, sur les fonctionnalités, je ne vais pas citer d'acteurs ou si on compare avec les acteurs américains, il faut regarder les investissements qui sont consentis en matière de R&D tous les ans. C'est à tour de milliards de dollars. Voilà, donc considérer qu'un acteur français ou européen pourra les concurrencer, je pense que c'est un peu pieux. Par contre, se dire qu'il y a intérêt à construire un écosystème
d'acteurs européens qui chacun apporte leur brique et avoir derrière une stratégie importante, une stratégie industrielle dans le numérique. Hein, et là, je me permets de faire un pas de côté venant du secteur de la défense. Quand on parle de base industrielle et technologique de défense, derrière, il y a une vraie stratégie industrielle. Et je vous invite à regarder à lire la revue stratégique de défense nationale qui avait permis en fait de préparer la précédente loi de programmation militaire. Dans ce document, vous avez un tableau pour le secteur défense qui dit, voilà, j'ai mes secteurs d'activité, donc c'est terre, air, mer, cyber, j'ai mes différentes briques et pour chacune dans cette matrice, je suis en capacité de dire ce sujet, c'est souverain. Donc souverain, ça veut dire que je dois en maîtriser totalement le système. Ce sujet, je peux considérer qu'il faut le faire en coopération, par contre, avec un maintien des compétences. Cet autre sujet, on peut faire de la coopération sans enjeu de compétences. Et le dernier sujet, là, je peux faire de l'achat sur étagère. Donc, tout ça pour vous répondre que oui, vous avez raison. Maintenant, c'est pas impossible, encore faut-il qu'il y ait cette stratégie pour animer un écosystème, un consortium d'acteurs qui vont apporter leurs briques. Donc ça, c'est la première question. La deuxième, alors tout d'abord, on dit pas blue, on dit bleu. Parce que bleu, c'est le nom de la future JV. Donc quand vous disiez, est-ce que vous y croyez donc alors, je me permets de parler parce que Orange est actionnaire, en tout cas, et contribue fortement à la réussite de ce projet. C'est long, tout simplement parce que on est sur une opération de consolidation. Et donc, comme toute opération de consolidation, il y a tout un processus à respecter, notamment au niveau des autorités de la concurrence, de la Commission européenne. Ce processus a été plus long qu'escompté, parce qu'il y a eu énormément de questions qui ont été posées pour bien comprendre le positionnement de cette future offre, etc. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui parce que, comme vous le savez, voilà, on va suivre le processus, on va dire, mais en tout cas, c'est une partie de la réponse que je peux vous apporter. Et sur la troisième, je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Henri va prendre. Ah bah oui, et puis on prendra une dernière question ensuite. Je vais quand même reprendre un petit peu les autres questions. C'est juste une question de choix et de volonté. Un pays comme la France, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nassima, qui est capable de faire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont les outils techniques les plus complexes que l'homme n'ait jamais construit. Et je parle notamment des Français, parce que ce sont les plus petits, dans lesquels on met en même temps un réacteur nucléaire, un pas de lancement de fusées stratosphériques qui vont à 300 mètres, 400 mètres sous l'eau. Il n'y a rien de plus complexe. Donc si demain on avait la même volonté politique, rien qu'en France, de se dire dans 10 ans, dans 15 ans, nous aurons des services qui seront au niveau de ce que sont capables de faire Google ou Microsoft. On sait le faire. C'est une question de volonté politique. Je vous le garantis. Deuxième chose, concernant Bleu, c'est pas du transfert de technologie. Il faut pas se tromper. Lorsque Bruno Le Maire a présenté le projet, c'était en 2021, il avait pris comme analogie Westinghouse. Vous savez, c'était donc dans le programme nucléaire, Martine en parlerait beaucoup mieux que moi, dans le programme électronucléaire où on a acheté un design et ensuite on a internalisé en France la construction. Aujourd'hui, c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il n'y a pas de transfert de technologie. Il y a un transfert à minima de compétences et c'est la même chose entre Google et Thales. Enfin, troisièmement, qu'est-ce qu'on dit à Veolia? Mais moi, je dis rien à Veolia. C'est Veolia qui me dit, il dit avec les autres entreprises membres du CIREF, on a un problème. C'est eux qui me disent et qui me mandatent pour ensuite porter ce sujet. Nous sommes des grandes entreprises qui avons des données sensibles et d'ailleurs, c'est une des limites de la progression du cloud en France, avec EDF, avec Orange, avec toutes les entreprises qui me disent on a un problème, on a entre 15 et 25% de nos données, on a 15 à 25% de nos utilisateurs de solutions collaboratives
à l'évidence, on n'a aujourd'hui pas de solution qui réponde à ce besoin en France et en Europe. Et c'est grave. C'est ce qu'ils me disent. Alors après, bah, moi, je prends mon petit bâton de pèlerin, j'écris, je prends ma plume et je porte ce sujet. Mais c'est pas, moi, j'ai rien à dire à Veolia. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est Veolia qui est un adhérent du CIREF et qui travaille avec les autres grandes entreprises et les grandes administrations publiques au sein du CIREF et qui ensuite mandate les positionnements stratégiques du CIREF et qui est celui-là. Une dernière question, merci. Je voulais juste dire 2 mots sur tout à l'heure sur les fonctionnalités, parce qu'effectivement, c'est un excellent point. Je vais faire très rapide. Derrière, enfin, tout à l'heure, je parlais d'alternatives crédibles. Donc, en fait, la question derrière, c'est est-ce que je suis au moins à ISO-fonctionnalité si je veux basculer vers la solution dite plus souveraine? Je pense qu'un certain nombre de vous ont fait l'expérience entre PowerPoint et LibreOffice. Bon, il y a un écart. Voilà, je ne vais pas juger plus que ça. Donc, la question derrière, je vais encore revenir à ma marotte, c'est l'innovation, du coup, et le sujet des compétences. Et là, je vais rejoindre Martine sur le fait de voir le verre à moitié plein. C'est qu'en fait, en France et en Europe, en fait, on s'est tout inventé. Ce que disait aussi Henri, on sait tout faire. L'iPhone, alors je l'ai découvert pendant mes recherches, l'iPhone a été développé place de la Madeleine. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai appris ça. Linux, c'est hollandais, si je dis pas de bêtises. Internet, ça a quand même été inventé au CERN. Donc voilà, on saurait faire si on avait la volonté et la stratégie. Bon, merci à tous. Franchement, c'était un très bon débat. J'ai adoré ce genre de sujet. En fait, ça me passionne. En fait, ma question, c'est, en fait, si on est là aujourd'hui, il y a plein d'initiatives, que ce soit Gaia X, des débats au niveau du Sénat, etc. C'est qu'on a raté quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on a raté exactement? AWS n'a pas attendu une législation pour qu'ils soient les leaders mondiaux du cloud. Ah, très bien. C'est parfait. Timing parfait. GCP non plus. Donc aujourd'hui, on est en train de rattraper un retard. Donc qu'est-ce qui ne va pas dans l'Europe pour que ça soit ainsi? Et deuxième question, par rapport à l'État et aux grandes entreprises, donc c'est des sujets qui commencent. Enfin, il y a déjà eu une première vague en 2014-2015 où justement les entreprises commencent à s'intéresser à ces sujets. Maintenant, on voit une deuxième vague. Qu'est-ce qui fait que les grandes entreprises et l'État s'intéressent qu'aujourd'hui? Nous, on travaille beaucoup avec des petites entreprises et des startups. Donc, c'est quasiment leur deuxième point ou le troisième point de priorité. On nous demande des solutions. On nous dit, il me faut une solution cloud où je peux porter mes applications en 15 minutes maximum. Il faut que tout le monde ici puisse bouger en 15 minutes d'un cloud à un autre. Donc, qu'est-ce qui fait que pour les PME et les startups, soit un sujet prioritaire. Par contre, pour les grandes entreprises et l'État, ça soit un peu moins prioritaire. Qui veut répondre à la première, ouais. Moi, je peux répondre. Enfin, je prends notre entreprise. Voilà, 100 000 collaborateurs, des téraoctets de données, de la sédimentation depuis 1945. Donc, en fait, faire un sujet qu'on est en train de faire de Move to Cloud, c'est des centaines de millions d'euros. Et c'est du temps, de l'énergie, de la volonté de transformation, du sujet de la dépendance au risque, etc. Enfin, voilà. Et puis par ailleurs, j'ai été moi-même dirigeante d'une toute petite entreprise de 50 personnes. Ça n'avait juste rien à voir. Donc, je suis dirigeante de ma petite entreprise. Je fais le sujet en 3 minutes. Je suis directrice des usages numériques d'EDF. Je fais un projet costaud qui dure plusieurs années et qui me coûte des centaines de millions d'euros. Donc voilà, le sujet, il est assez simple à expliquer. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment trouver un bon job, il faut être coboliste. Donc, je vous invite, il y a un cocktail dînatoire qui nous attend là juste derrière.
et je vous souhaite une excellente fin de soirée.